On repart donc avec les relais. Donc Bruno, je sais plus il y a combien de temps que tu étais venu, il y a un mois. Ouais. Je découvrais ça, je dois dire. Voilà, tu m'avais parlé donc de chat GPT. On va voir, parce que c'est ça qui m'a fait, c'est donc sur LinkedIn. Et donc maintenant, il y a des gars qui te font, voilà. Donc il y a des gars qui te font le guide de l'utilisation de ChatGPT, et puis il dit actually, donc ça veut dire qu'il y en a eu avant, c'est le premier qui me tombe là, mais que lui considère qu'ils étaient nuls, et donc il y a des meilleurs guides maintenant pour utiliser ChatGPT. C'est un truc de fou qui est en train de saisir la planète, Bruno. C'est hyper puissant. C'est toi qui m'avais alerté là-dessus la dernière fois qu'on en a parlé. Donc j'ai un peu découvert, mais ça venait de sortir, j'ai un peu découvert le truc. Et depuis, moi j'ai investi dans un certain nombre de startups. Il n'y a pas une journée sans que j'ai une de mes startups qui me dise « Ah bah tiens, maintenant, moi je m'en sers pour générer mon site web. » Moi, il y en a un qui me dit « Moi maintenant, je m'en sers pour remplir les dossiers de demande de subvention. » Sans déconner. Il fait la trame. S'il est capable de faire ça, alors. Non, ouais, il fait la trame. C'est l'étape ultime. Non, mais par contre, il a toujours une bibliographie à faire à la fin qui est importante, 100% faite par ChatGPT. Les gens s'en servent de plus en plus au quotidien. Et du coup, hier matin, j'ai demandé dans mon entreprise, mais il y en a qui s'en servent et comment, et qu'est-ce que vous en faites? Il y en a 10 qui m'ont dit, moi je m'en suis déjà servi et je m'en sers. Mais donc, je rappelle que toi, tu travailles sur l'intelligence artificielle, Bruno. Ouais. Est-ce qu'il y a des gars, certains de tes ingénieurs, qui vont se servir de ChatGPT pour faire avancer tes propres travaux? Là, on serait dans un... Oui, c'est-à-dire, il y en a qui me disent qu'ils s'en servent pour générer du code. Tu peux générer du code. Ouais. Et donc tu dis voilà ce que je veux que ça fasse exactement, et puis il te génère du code. Alors en général il n'est pas très bon le code. Hein. Donc après il faut que tu modifies, que tu complètes, mais tu as déjà une trame, tu as quelque chose, donc tu accélères vachement ton efficacité. Il y en a un autre qui m'a dit, et je trouve ça vachement bien, il faut faire très attention, parce que ce truc peut dire des conneries, mais très intelligemment. Ouais. Et ça dit des conneries, parce que ça fait de la statistique. Sujet, ça. Ouais, et donc ça te dit des conneries, parfois, mais très intelligemment, et donc tu les vois pas. Et donc il faut faire vachement attention. Mais oui, ça va transformer énormément de choses. Mais tu nous avais dit, moi tu es Dell, hein, tu nous avais dit, attention, la dépense énergétique doit être phénoménale. Ah ouais. 175 milliards de coefficients. Et il a fallu entraîner ça sur la moitié du web à peu près. Mais personne ne sait ce que ça veut dire, 175 milliards de coefficients. Rappelle, dis, parce que tu avais trouvé, en fait, tu disais, sur un outil d'intelligence artificielle classique, c'est combien de coefficients? Sur un outil d'intelligence, on va dire, tu as... quelques millions de coefficients. Voilà. Et il y a une étude du MIT qui avait fait ça il y a 3 ans. Grosso modo, pour calculer ces coefficients bien comme il faut, ça te coûte 500 kilowatts et ça t'a une empreinte carbone l'équivalent de 5 bagnoles pendant l'ensemble de leur durée de vie. Là, tu as 175 milliards de coefficients, c'est-à-dire tu as 20 000 fois plus de coefficients. Donc ce truc a dû coûter une fortune en énergie. Mais ils l'ont dit. C'est-à-dire OpenAI, le patron d'OpenAI dit « Bon, je vois que vous vous amusez tous. » Et il va falloir qu'on le fasse payer parce que ça nous coûte une blinde. Bien sûr. Il l'a dit comme ça d'ailleurs. Mais pour le moment, tout le monde s'amuse, mais on commence à s'en servir en vrai. Ça va changer notre façon de développer, d'écrire des bouquins, des articles, des trucs. On va écrire des choses et notre métier va être de modifier, enfin notre action va être de corriger, adapter, compléter, mais l'essentiel du travail sera fait comme ça. La jurisprudence, ça fait longtemps qu'on dit que l'IA va changer la jurisprudence, enfin pardon, la recherche de jurisprudence dans les cabinets d'avocats. Ça y est, avec ça, c'est fini, il te fait une synthèse, tu vois. On y est, quoi. Cet outil est incroyable, change incroyablement. Pour la première fois, tu as le sentiment de dire, tu vois, parce que tu as eu le web qui fait qu'on n'avait plus besoin d'avoir la mémoire, de retenir les choses, puisqu'on sait que Google peut nous les trouver. Bon, ensuite, on a eu les réseaux sociaux, on s'est dit, peut-être que ce ne sera plus la peine de voir les gens en vrai. Et la visio, d'une certaine manière, avec la pandémie et tout. Et là, aujourd'hui, tu te dis, finalement, ça va réfléchir à ma place. C'est vrai que c'est un peu vertigineux. Maintenant, la techno, elle est là. Alors Bruno te dirait, ça ne va pas réfléchir. Ça va reproduire la meilleure réflexion émise. Non, ça va réfléchir, ça va pas le faire à ta place, ça va réfléchir. Enfin, c'est pas de la vraie intelligence. Voilà. Mais ça fait comme si. Donc après, ça devient subtil. Ça va aller chercher la réflexion la plus pertinente sur le sujet et te l'apporter. Pas forcément la plus pertinente. Ça va te chercher, ça va te faire une synthèse de la réflexion sur le web. Un exemple très précis. C'est différent. J'ai un exemple très précis à donner. Il y a quelqu'un qui a joué, a posé la question à ChatGPT de Nantes est-il en Bretagne Non, mais excellente question. Et le truc sort une copie parfaitement argumentée avec des arguments pour, les principaux arguments contre. Donc moi, mon idée après avoir lu ce que ChatGPT a fait comme réponse à cette question, c'était je suis capable de soutenir un débat
je connais, Rémi, si tu as une thèse, tu peux soutenir, tu connais les arguments, les contre-arguments que tu dois opposer à ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sur le sujet, mais ça t'a extraordinairement préparé ta négo, quoi, ou ta discussion. Mais ça n'a pas résolu la question. Le danger, et c'est là où il y a un petit vertige quand même dans ce truc-là, c'est si on nourrit ce truc-là avec des biais, et où là, tu peux manipuler des millions de personnes. Et c'est là où, pour moi, il y a un risque anthropologique majeur avec ce truc-là. Mais comme la techno est là, il va bien falloir qu'on apprenne à vivre avec, qu'on apprenne à nos enfants à s'en servir, à avoir du recul dessus. Attends, vas-y, Nicolas, ton avis. Moi, je trouve que c'est la première application grand public. Tu t'en sers, toi ? Alchemy s'en sert ? Ouais, un petit peu. Où on est conscient. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, jusqu'à maintenant, c'était un peu un concept. C'était soit très B2B, soit derrière des algorithmes, comme on les a dans la pub, ce genre de choses. Mais on ne les avait pas en version assistant. Là. Et là, on a un chatbot qui devient assez smart. Et ce que je trouve être la vraie transformation, c'est que chacun teste. Et ce que tu me révélais, c'est qu'il y en a plein sur Twitter, c'est qu'en fait, tous les cas d'usage sont en train de remonter. Donc, tu vois des étudiants ici, tu vois des cabinets d'avocats, etc. Exactement. Et là, d'un seul coup... Et ça va donner des idées à ceux qui ne le font pas encore. Exactement. Et ça devient infini. Et en fait, c'est les cas d'usage qui sont en train d'arriver sur la table, qui vont donner aussi des quantités d'idées de boîtes à créer, etc. Parce qu'à partir du moment où tu es plus productif, à partir du moment où tu peux rendre des services, bah, tu peux lancer des modèles économiques. Moi, aujourd'hui, je serai avocat, tu vois que tous tes petits juniors qui te préparent des synthèses, des fiches, etc., ça va plus vite, ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc même s'il y a un modèle... On va voir combien ça va coûter. On va voir, parce que oublie pas ce que nous dit Bruno sur la dépense énergétique et voilà. À un moment, il va falloir qu'ils rentabilisent le truc. Ça va s'améliorer petit à petit. Non, bien sûr qu'ils vont le rentabiliser, ils vont faire payer, mais ça sera. Et ils peuvent faire payer cher quand même. Ah bah oui, mais si tu supprimes 3 juniors dans un cabinet d'avocats, tu peux dépenser 2 000 € par mois pour avoir accès à ChatGPT, ça marche, hein. C'est Ça sûr. va plus vite. Donc, fais pas un dessin sur les journalistes. Moi, il y a un truc qui me sidère là-dedans. J'ai envie de dire, c'est la courte vue de beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ça. C'est-à-dire, tout ça, c'est inscrit dans le chemin qu'on était tous en train de suivre avec la technologie. On savait que ça allait arriver. On savait que les médecins vont disparaître, le diagnostic médical va disparaître, parce que c'est infiniment mieux fait par Dieu. Un jour, peut-être pas aujourd'hui. On savait que les avocats, la justice, etc., on savait que les journalistes, il y a plein de choses qui vont dire. C'est inscrit dans les évolutions de la technologie. Et à chaque fois, on tombe des nues en disant c'est effrayant. Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est la courte vue de tous ceux qui commentent. Il y a un truc qui est sorti aussi il y a très peu de temps, c'est Microsoft qui a sorti un outil de reproduction de ta voix. C'est-à-dire qu'il peut enregistrer à partir de 3 secondes de ta voix, enregistrée, à partir de 3, il est capable de te régénérer tout ce que tu peux dire avec émotion, etc., avec exactement ta voix. 3 secondes de voix. À partir de 3 secondes, un échantillon de 3 secondes. Il est capable. Et donc les gens disent, mais ça va être effrayant. Mais tout ça, c'est évident que ça allait arriver. C'est en train d'arriver depuis des années, on le voit. Et tout ça va arriver. On aura des ordinateurs plus puissants que des humains, on aura des machines qui réfléchiront mieux que nous, etc. Et donc ça pose des vraies questions, parce que ça va créer des tas de nouveaux jobs et des nouvelles boîtes, t'as raison, mais ça va en supprimer 10 fois plus. Bien sûr. Parce que le paradoxe quand même, on le rappelle, c'est que tout ça donc, vient de l'envie d'Elon Musk, de Peter Thiel et de 2-3 autres gars, de justement garder le contrôle de l'intelligence artificielle dans la polémique. Non, tu crois pas à ça ? C'était ça qui était au départ. C'est on va investir massivement là-dedans. Moi, j'ai pas cru. Moi, cette histoire-là, à l'époque, mais je te l'avais déjà dit, elle me fait penser à ces quelques pays qui ont des armes nucléaires, qui savent, et qui un jour ont appris à faire des simulations numériques. Et ce jour-là, ils ont dit, bon, le nucléaire, c'est trop dangereux, maintenant, plus personne, on interdit à tout le monde, c'est beaucoup trop dangereux le nucléaire. Et on se garde ça pour nous. Moi, j'avais interprété ça comme ça. C'est pas con. Il y a deux sur le filtre pour la voix, là, ça me fait penser que c'est déjà utilisé pour les fraudes au président. Hein. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui n'a pas... Ah oui, puis ils n'ont même pas besoin de filtre. Donc il y a des cas d'usage qui vont être intéressants. Non, moi, ce qui me semble intéressant, je me suis réveillé en me disant, finalement, ChatGPT, c'est le moteur de recherche ultime. Et donc là, tu dis, ça va peut-être modifier complètement nos comportements, et demain, plutôt que de googliser un truc, on va peut-être ChatGPT. Alors c'est ce que je lis, ça c'est sûr. Alors il se trouve que Microsoft est partie prenante de toute cette histoire. Pour Bing. Et que la grande angoisse, effectivement, nous dit-on, hein, c'est ce que je lis, moi, je n'ai pas discuté avec Larry Page, la grande angoisse de Google, c'est justement le saut de grenouille, le leapfrog sur le moteur de recherche. Les bouchées doubles pour faire la même chose en propriétaire Google. C'est son dit. Le sujet
puisqu'on aime bien en parler ici, c'est finalement, ça arrive encore de l'autre côté de l'Atlantique, et pourquoi c'est pas sorti de chez nous, quoi. Ah, ça, mon Parce pote. que d'un point de vue techno, Parce que Bruno travaille pas assez vite. d'un point de vue techno, Tout simplement. Je me dis ça tous les matins. Peut-être tout simplement pas assez. on a toutes les compétences d'un point de vue techno. Hein. Enfin, je pense que les gars, c'est smart en maths, etc. On les a. L'histoire, là, c'est qu'on est en train de parler d'une centaine de millions de dollars d'investissement, donc on n'était pas non plus sur les milliards tels que Google les a, mais ça révèle bien qu'il nous manque l'audace européenne de voir les choses en grand et de changer à ce niveau-là. Ouais, c'est compliqué de résumer ça à l'audace qui manque, hein. Parce que tu as beaucoup des qu'est-ce qui nous Européens manque qui vont faire ça aux États-Unis. Donc l'audace, on l'a, puisque c'est nous qui allons le faire là-bas aussi. Oui, Bah, donc c'est pas une question d'audace, c'est une question, on n'a pas un marché qui fait qu'une fois que tu as une idée, il faut la rentabiliser. T'as pas des investisseurs qui te suivent à la hauteur d'une capacité à prendre des paris en mettant 10 milliards de dollars sur la table, ou des milliards. Pour moi, c'est pas une question d'audace, hein. Bah, c'est l'audace financière, c'est 100 millions, mais là, il y a la suite, c'est de pouvoir lancer un truc sans se poser la question encore de la façon dont on va le rentabiliser. Oui. Il Oui. nous manque, Oui. c'est ça que j'appelle Oui. l'audace, c'est ça qui nous manque, parce que, et on a la substantifique moelle, parce que pour le coup, on n'est pas en train de se battre contre Google, quoi. Donc c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à sortir de chez nous, quoi. Alors ça, T'as raison. C'est comme, je vais dire n'importe quoi, hein, mais ça me fait penser à Montpellier, champion de France de foot face au Paris Saint-Germain du Qatar. C'est-à-dire, à un moment, c'était possible. Et là aussi, c'était possible en fait de se battre contre Google, et on l'a pas fait. Non. Mais pour toi, c'est une profondeur de marché et à un moment une capacité à casser vraiment la tirelire. à un moment donné, il faut prendre des paris. Et c'est une question de prendre des paris. C'est-à-dire, on prend un pari sur un truc un peu fou. Et pour ça, ça suppose d'avoir des milliardaires ou des gens qui ont un paquet de pognon qui prennent le pari avec personnel. Ouais. Parce que quand tu le fais pas à C'est ce qui titre se passe. personnel, Ouais, tu, c'est tu rends des comptes à des mandants, tu es obligé d'être rationnel. Mais on le voit même au niveau européen. L'Europe ne prend que des décisions rationnelles. Niel aurait pu faire ça. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Hein. Non, mais il aurait pu. Il aurait pu. Il aurait pu, mais bon. Non, parce que il je fait d'autres cherche choses. Non, mais il fait l'équivalent d'autres de choses. Peter Voilà. Thiel, de Elon Musk. Et donc il y a Bernard Arnault, il a autre chose à faire. un truc qui est mis en place par Macron, en l'occurrence, qui est France 2030, qui est un moyen génial. Enfin, il met 54 milliards sur la table, piloté par Bruno Bonnell, soi-disant. Et le but de tout ça, c'est de dire, nous aussi, on va prendre quelques paris, en sachant qu'il y en a la moitié qui seront perdus, on aura jeté l'argent par les fenêtres, mais ceux qu'on aura gagnés nous auront permis de changer. Mais laissez pas du tout le fonctionnement que tu appelles de tes voeux. C'est-à-dire, là, pour le coup, des comptes, il va falloir que tu en rendes. Hein. Ouais. Là, pour le coup, tu auras Ouais. besoin de Ouais. ChatGPT pour Ouais. remplir l'ensemble des Ouais, c'est reportings vrai, qui vont c'est te vrai, demander c'est vrai. en long, en large et en Ouais. travers, et la région, et le truc, et le bidule, et le machin, et l'ADEME, et je sais pas quoi. Plus un truc qu'un entrepreneur richissime qui prend des paris comme ça n'a pas, qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'un entrepreneur comme ça, il est capable au bout d'un moment de couper, prendre sa paume. Alors qu'une technostructure avec reporting, Ouais. comité de Oui, bien sûr pilotage, aussi, ouais. comité stratégique, machin, elle va avoir tendance à prolonger la vie artificiellement du truc avant de se dire, OK, cette initiative, on avait compris notre risque, on coupe. Il y a eu une réunion à l'ambassade de Berlin franco-allemande, justement pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour les startups, pour les différents sujets sur la techno. Il y avait une table ronde sur l'IA, une table ronde sur le quantique, il y en avait 3 ou 4 comme ça. Et nous, on a fait un tour de table sur la table ronde sur l'IA, et il y avait quelqu'un qui était l'animateur de ça. On n'avait que des startups autour de la table et 2 fonds d'investissement. Et les questions de l'animateur étaient orientées en disant, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les problèmes de recrutement, parce qu'on a des problèmes de recrutement et de payer les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les problèmes de réglementation. Et unanimement, on a dit, mais on n'a pas de problème de recrutement. Vous imaginez que parce que c'est facile à régler pour vous, ou j'en sais rien. C'est pas ça notre sujet. Et on veut pas de réglementation pour le moment. La réglementation, il faut la faire après, pas avant que les sujets apparaissent. Et par contre, en Europe, on a un truc, on est les meilleurs en sciences. C'est la meilleure science du monde, elle est européenne. Capitalisons là-dessus, plutôt que d'essayer de compenser les trucs où on est moins bon. Mais... Utilisons ça, investissons là-dessus, aidons des trucs autour de la science. En Europe, on est les meilleurs en sciences. Alors tu vois, pour revenir un peu quand même sur cette notion d'audace, tu le vois dans le traitement médiatique de ChatGPT. Donc tu vas sur les réseaux sociaux, partout tu as des Américains qui t'expliquent comment tu vas pouvoir l'exploiter au mieux et où sont les opportunités. Et puis tu te tournes vers la presse, principalement française, que celle que je lis.
c'est le risque, le professeur qui s'est fait pirater par ses élèves. Elle n'est pas claire cette histoire qui s'est fait pirater par ses élèves. Ouais, mais J'ai l'impression que le gars... j'ai Il l'impression y a un truc qui est clair, c'est qu'il y a des élèves qui essayent ça. Voilà. Mais attends, juste parce que j'ai une petite vanne. Le prof, je me suis dit qu'il a peut-être posé la question à ChatGPT, qu'est-ce que je dois faire pour faire parler de moi? Et le mec lui a dit, sois le premier prof. Tu vois, voilà. Pardon, je referme la porte. Tout ça, c'était pour souligner que dans la presse, ça va être le risque de destruction d'emplois, le risque de se faire pirater tel ou tel savoir, comment on va réguler finalement la création par ChatGPT, ça appartient à qui les droits, etc. Donc nous, on est déjà dans notre façon de penser en train de réguler un truc qui n'est pas né, et alors que les autres sont tous en train de se dire comment on va être plus productif, on va être plus créatif, on va être plus performant. Et donc là, on a quand même deux façons de penser qui s'opposent et qui contraignent quand même. Sous l'angle anthropologique, moi je me suis dit qu'est-ce qui reste une fois qu'il y a ça, tu vois, et que ça tourne et que tout le monde l'utilise et tout. Je me suis dit en fait, il reste quand même à l'être humain la capacité à inventer à partir de rien. Tu vois, c'est la créativité pure, quoi. Oui, mais tout. Oui. Non, mais tu vois. Tu vas nous amener sur des sujets c'est pas parce que philosophiques, là. les jeux d'échecs électroniques jouent mieux aux échecs que n'importe qui et battent n'importe quel humain qu'on a arrêté de jouer aux échecs. C'est pas parce que tu as des pianistes... Oui, mais c'est un loisir. Ce qui veut dire, c'est dans la création marchande. L'équivalent. Enfin, non, moi, je sais pas. Non, mais attends, moi, je suis un incorrigible optimiste. De toute façon, la techno, elle est là. Donc, on va apprendre à l'utiliser, à vivre avec. Et on va, j'espère, apprendre à nos enfants. Au lieu de leur dire t'as pas le droit à ChatGPT, on va leur apprendre à l'utiliser intelligemment. Alors moi je vois un truc pour faire une synthèse de ce qui vient d'être dit, je vois quelque chose d'hyper positif là-dedans, c'est que Google, qui était la boîte indétrônable, qui était plus puissante qu'un pays, etc., là, avec une évolution qui a pris 1 an à faire, grosso modo, on commence à dire putain, il y a peut-être quelqu'un qui a un Google Killer dans la main. Et alors ça j'adore. Voilà. Et donc ça je me dis, voilà, on peut faire des choses comme ça, même en Europe et même... Parce que tu vois, je suis en train de lire le bouquin de Carlos Purasanta, il s'appelle, qui est l'ancien patron de Google, l'ancien patron de Microsoft en France, en Europe d'ailleurs aussi, puis qui maintenant a basculé, et qui donc raconte des choses intéressantes, parce qu'il a le droit de dire la vérité quand même. Et notamment, il dit, dans le cloud, tout ce qu'on a mis, la masse de Microsoft, on n'arrête pas, on n'arrive pas à rattraper Amazon. On n'y arrive pas. Et il en tire... comme conclusion, c'est très intéressant d'ailleurs, que les hyperscalers, exactement ce que tu viens de dire, en fait sont irrattrapables. Et boum, ce truc émerge. Exactement. Oui, c'est de la rupture. C'est de la rupture. C'est-à-dire que Facebook n'était pas rattrapable, et puis boum, il y a TikTok qui repense autour de la vidéo et qui les met à genoux. Là, nous, on en était encore. Est-ce que Quant peut devenir le Google? Je crois que même encore il y a quelques mois, on débattait de ce genre de choses. Ben non, c'est de la rupture. Et donc, on a cette capacité créative, nous, d'avoir cette rupture. Mais il nous je sais que tu n'es pas fan du mot, mais je remets dessus. Il nous manque l'audace d'en faire, d'avoir l'ambition de se dire, cette rupture est capable d'aller déstabiliser un géant. Et Google, ça se trouve, ça va aller très vite quand même. Si ça cartonne, en 1 an ou 2 ans, ils sont à genoux. Moi, je me souviens de la couverture du Time en 2007. Nokia, 1 milliard de clients. Qui peut rivaliser? Qui peut? Disparu. Mais c'est ce que tu dis, il ne faut surtout pas essayer de rattraper quelqu'un sur son terrain. C'est toute ta démarche. Mais oui. Toute ta démarche sur l'IA. Mais c'est vrai sur tous les trucs. Ouais, un mot, parce que je veux qu'on parle de tes robots. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, les sinistres industriels, ils sont maintenant désormais, avec cette contestation qui peut naître juste de l'intelligence humaine, au départ, il faut quand même le dire, c'est les mecs qui essayent de programmer ce truc-là. Les sinistres industriels sont à la taille du mouvement de concentration qu'on vit. C'est-à-dire que tu peux avoir une position ultra dominante, monstrueuse, tu as tout pris, tu es assis sur le marché, et bien quand même, le capitalisme, ça fonctionne. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive avec une technologie de rupture qui va faire que ta position dominante, poum. Alors, exactement, c'est parfait en complément de ce que tu disais, Nicolas, autour des robots. Donc, c'est une histoire. Donc, Bruno était avant le fondateur d'Aldebaran Robotics. Il a fait, il y a combien de temps, Bruno Nao? C'était il y a 15 ans 2006, le premier. 2006, ouais, bon voilà, je ne m'étais pas gouré, c'est ça, voilà. Et là, j'ai vu, alors c'est un petit bouquin, il est venu nous voir, Rodolphe Bonas, qui édite ce bouquin 40 innovations retail. Je vous en présenterai une autre d'ailleurs demain. Un truc que j'ai trouvé complètement dingue, donc c'est au Japon. J'ai l'impression que c'est ton robot Pepper, donc le deuxième que tu as fait. Il y ressemble en tout cas furieusement. Et donc Rodolphe nous racontait ça dans ce café au Japon. Des robots te servent, il n'y a que des robots qui te servent et qui sont contrôlés par des handicapés qui sont chez eux. Donc qui n'ont plus besoin de se déplacer avec l'ensemble des contraintes que ça implique. Parfois même d'ailleurs, certains d'entre eux ne sont pas au Japon. Et donc tu te retrouves là,
c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait prévoir sur les robots, ça détruit de l'emploi, machin bidule et tout. C'est tout le contraire, en fait. Ça permet une inclusion incroyable de l'ensemble de ces gens qui ont un mal fou à trouver leur place dans la société et à trouver un travail. Je trouve que c'est une histoire incroyable. Je voulais absolument que tu sois au courant de cette histoire, parce que tu l'étais peut-être pas. Non, je n'étais pas au courant de celle-là. Voilà. Et c'est quand même le cœur de tout ce que tu fais, Bruno. Donc je trouve ça, voilà, c'est assez formidable. Nous, pendant un moment, c'était le travail de Pepper, donc le robot qui est plus grand, qui fait 1,20 m, et dont l'essentiel, dont l'objectif, c'est d'accueillir des gens dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans les trucs, etc. L'essentiel, c'est ça. En fait, l'objectif financier, c'est que ça crée un trafic qui n'existe pas autrement, juste parce qu'il y a le robot, et qu'après, ça permet de faire des ventes, etc. Donc le chiffre d'affaires rentabilise largement le fait d'avoir des robots. Et le sujet, c'était que le robot interagisse avec des gens. Donc il y avait des systèmes de traitement de texte, de reconnaissance vocale, mais ça marchait très mal parce que tu avais toujours 15 personnes devant le robot. Et on s'est posé la question pendant un moment en disant, mais on va signer un deal avec des gens, alors à l'île Maurice pour la France, en Inde pour l'anglais, etc., qui seront derrière et puis qui réagiront. Et dès que le robot a une difficulté à comprendre, tac, il y a quelqu'un qui prend la main. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et si c'est faisable, ça sera fait. Et donc, maintenant, ça se fait comme ça. Et je trouve ça vachement bien. Maintenant, je trouve ça hyper bien pour les handicapés. Pour ces gens, très bien. Et puis pour peut-être des personnes âgées aussi. Peut-être, ça veut dire, ça ouvre des tas de possibilités. Mais je crois quand même que le solde net en termes d'emploi, il diminue. On verra. Parce que ça économise beaucoup d'emplois dans le restaurant en question. Oui, mais c'est quoi le sujet des restaurants? Et ça va être de quoi de plus en plus? Mais bien sûr. Voilà, c'est que personne veut faire un double shift à 20h, à 8h du matin, etc. et tout. T'as plus besoin. Tu restes chez toi. Il faut encore que les robots progressent. Il faut que les robots progressent, ok. Mais je trouve que l'histoire ouvre un champ qui est justement ce que disait Nicolas, plutôt que d'avoir peur, qui est un champ de conquête absolument passionnant. Voilà. Il va lui manquer la petite serveuse. Il va te manquer la petite serveuse. Moi, ce que j'avais poussé, parce que j'avais failli investir dans un restaurant qui faisait des pizzas automatiquement avec des robots, etc., etc. Et une des grandes discussions qui fait que j'ai pas investi, c'est que pour moi, la logique, c'était on automatise tout en métro et il ne reste des humains que pour l'accueil, que pour la petite serveuse, ou le serveur, enfin, que pour le côté humain. Et à la limite, il faudrait prendre des clowns, des chanteurs d'opéra, faire un truc. Et toute la partie purement service, celle-là, elle est sous-traitée à des robots. Juste pour en avoir alors directement discuté avec Yannick Aleno, qui est lui alors vraiment une énorme réflexion sur l'évolution des métiers de service, c'est un vrai sujet, la serveuse. C'est un vrai sujet. Parce que la serveuse que tu lâches à la sortie du restaurant à 1h du matin, pour qu'elle rentre chez elle, c'est un vrai sujet. Donc si tu peux en plus faire un peu d'économie à droite à gauche pour qu'elle puisse rentrer chez elle dans de bonnes conditions, ça fait partie du truc. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, absolument. On termine avec quoi? Terminons avec, puisqu'on en parlait ensemble, j'ai appelé ça Startup Stories. Mais donc, on avait eu notre conversation là, sur la volonté du gouvernement de mettre en bourse des licornes. Et il y a eu donc cette stat dans les Échos. Moins d'un quart des sociétés en bourse depuis 2014 cotent au-dessus de leur prix d'introduction. Donc ça, c'était le 5 janvier. Je ne sais pas ce que ça en est avec le petit rallye qu'il y a eu là. 139 sociétés. L'étude ne prend en compte évidemment que celles qui sont encore cotées, pas celles qui ont fait faillite ou qui ont quitté la cote. La performance dépend de la taille. 93% des entreprises dont le cours est inférieur à celui de l'introduction capitalisent moins de 500 millions d'euros. Ça veut dire que pousser des licornes à aller en bourse, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Tu me poses la question parce que moi je fais partie des 75%. Tu fais partie des 75%. Mais en fait, la bourse, c'est un phénomène amplificateur. Donc amplificateur à la hausse et amplificateur à la baisse. Donc quand on vend à la bourse un projet qui est linéaire et que vous livrez, vous vous retrouvez avec des valorisations positives et c'est super. En revanche, au moment où vous décrochez, contrairement au private equity, vous détruisez la confiance et la confiance, elle génère une spirale négative de défiance qui est très difficile et qui est, moi je dirais même impossible à remonter compte tenu de la taille de la boîte. En fait, sur des boîtes comme Alchimie, vous avez 25% de flottants. Et donc, on valait centaines de millions d'euros au début. Et puis, à un moment donné, il y a la défiance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux phénomènes. D'abord, votre flottant est petit, donc en fait, vous avez de moins en moins d'échanges d'actions, donc vous ne pouvez plus rien faire. Puis la deuxième chose qui est hyper importante, c'est les études. Et donc, en fait, il n'y a plus personne qui vous suit. Parce que quand vous avez des grosses boîtes, vous avez des papiers qui sortent, et là, ils vont sortir un truc extraordinaire, allez-y, ça
ça va changer le modèle économique, ça crée le buzz. Et sauf que quand, au bout d'un moment, vous n'avez plus personne qui vous suit, si ce n'est les banques qui vous ont introduites, mais vous n'avez plus trop envie de les suivre à ce moment-là. Et donc là, vous êtes collé, vous êtes complètement collé. Et donc la bourse, c'est un peu à double tranchant. Je pense que c'est formidable pour les startups parce que c'est le moyen d'accéder à du capital supplémentaire, du capital à un bon prix. Tu continues à le penser. Ouais, et de grandir. Mais effectivement, il y a une taille critique, il y a une maturité critique, il y a un business plan critique, et il y a quand même une tendance à essayer de bourrer aux hormones les boîtes et les rendre fragiles, et quand ça se retourne, c'est plié. Mais nous, on a vécu le retour du bâton, quoi. Ouais. Je peux rajouter un truc. Je t'en prie. Moi, je suis actionnaire, je suis associé avec des gars qui dirigent une boîte qu'ils ont montée qui s'appelle ID Midcap, qui fait de la recherche equity, small et midcap. C'est le leader européen, etc. Et en fait, j'étais chez eux ce matin, avant de venir. Ils me disaient que l'année dernière, il y a eu 14 intros en bourse sur Euronext Growth, là, et qu'en fait, c'est 600 millions de chiffre d'affaires cumulés. Et pendant ce temps-là, tu as des retraits de la cote de boîtes de plusieurs centaines de millions. Ouais. Et donc, tu as un sujet de taille critique. En fait, ils me disent, si tu enlèves... Et ils disent quoi? Ils disent c'est trop petit. Non, mais ils disent dans les 14, il y a 12 boîtes, c'est du capital risque pur et dur. Ouais. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui font quelques millions ou pas de chiffre d'affaires. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas trouvé dans le private equity, quoi. Et donc, tu as un sujet de modèle économique, de maturité, de capacité à avoir prouvé. Oui, mais aussi, ça donne raison à Nicolas quand il dit c'est aussi un accès au marché large, pas trop cher, alors, après, et donc qui peut être utile. Voilà, après, il y a un autre angle, qui est l'angle de la recherche. MIFID, donc la directive européenne sur les instruments financiers, etc., la modernisation des instruments financiers, a tué la recherche. Parce qu'avant, la recherche était financée par les courtages. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans ton prix de brokerage que ça te permettait de dégager une marge qui te permettait de payer bien tes analystes. Aujourd'hui, tu as dû séparer les trucs, et donc, en fait, tout le monde se fait rançonner sur la recherche, tu n'as plus de modèle économique dans la recherche, et du coup, il y a beaucoup moins de code qui est suivi. Tu as une analyse qui est de moins en moins pertinente, de moins en moins... Tu as un avis là-dessus Moi, le seul avis que j'ai, c'est un copain start-upper, patron d'une boîte, d'une toute petite boîte que tu connais dans la techno et dans la robotique, qui s'est coté en bourse, qui s'est introduit en bourse, et il m'a dit « Bruno, fais jamais ça. Ne t'introduis jamais en bourse, parce que si la boîte n'a pas une taille vraiment suffisante, tu vas passer ton temps à devoir rencontrer des petits analystes juniors qui vont te demander des comptes, te casser les couilles avec des sujets de détails, des mauvaises questions, ils comprennent rien au truc et tout. Aldébaran, tu n'as jamais été tenté. Donc, parce que je n'ai pas dit, c'est racheté par SoftBank, à l'époque où SoftBank faisait des paris... utile. Ça a été racheté par SoftBank, ça a été revendu au distributeur allemand qu'on avait, qui a repris le nom Aldébaran d'ailleurs. Mais tu n'as jamais été tenté de... Non, mais moi, je reste aussi positif. C'est la conclusion. Je reste positif pour la bourse, pour tous les épargnants, parce qu'en fait, le private equity, comme il dit, c'est private. Donc, toute la création de valeur qu'il y a eu ces dernières années, elle se fait entre quelques personnes qui captent toute la richesse. Donc, de pouvoir ouvrir à n'importe quel épargnant et de pouvoir participer à ces aventures industrielles, c'est quand même aussi extraordinaire. Ceux qui ont investi dans Tesla au début, aux États-Unis, ils s'achètent plusieurs Tesla grâce à leurs actions. La même chose pour Amazon, etc. Donc, il faut, à un moment donné, c'est un bon système de redistribution, sauf que oui, il y a quand même des plantages, mais dans le tas, il y en a qui vont arriver. On arrive à ce stade-là. On a commencé à faire nos licornes en 2022. On était dans l'amorçage, etc. il y a quelques années. Là, on est en train de débarquer sur la bourse et on va faire sortir des belles pépites dans les prochaines années. Ça prend du temps, tout ça, quoi. Et il faut une bonne recherche. Et donc il faut se réintéresser. Non, mais c'est ce qu'il disait. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un peu de dynamisme autour du titre, quoi. Et en tout cas, de la recherche ou faire de la presse. Voilà, on appelle ça comme ça, faire de la presse. Non, mais justement, on n'a pas le temps, mais juste un mot, puis vous le verrez. C'est vrai que l'histoire d'Opium, là, que j'ai découvert la semaine dernière dans les Échos, où tu fais, nous-mêmes, on avait raconté d'ailleurs, l'histoire du gars qui dit en 2035, 2025, je fais la première voiture à hydrogène, j'ai le Crédit Agricole qui m'en commande 10 000. Et puis tu découvres qu'il n'y a plus de trésor, il y a à peine de quoi payer les salaires, qu'ils sont en train de virer la moitié des salariés. Et donc oui, tu ne peux pas avoir un point de vue comme ça là-dessus. Tu ne sais pas s'il a mal géré le truc, s'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Si non, c'est juste tout le sujet de la publicité, de faire de la presse. Ouais. Et ça veut dire qu'à un moment, tu t'exposes. Ouais. C'est ça. Et donc tout le monde va aller voir en fait la vérité de ce qui se passe. Voilà. Alors que peut-être que tu aurais préféré gérer ça discrètement et pas avoir une pleine page dans les Échos, une pleine page dans le Figaro ce matin, etc. Voilà. C'est l'essence même du capitalisme. Oui, bien sûr. Et tu bien sûr. Après,
enfin, tu as l'AMF aussi. Hein, tu fais pas n'importe quoi quand tu es dirigeant. Là, je connais pas le cas, mais. Oui, ils sont cotés depuis longtemps. Voilà. Ouais. Mais nous, quand même, tu publies plein de trucs, tout est bordé. bien sûr. Tu racontes pas n'importe quoi dedans. Mais il ne Alors, faut pas qu'à travers ce qu'on a dit, on donne l'impression qu'ils ont mal géré la boîte. Hein. Non, Ils ont peut-être fait là, hyper je me bien, permettrai c'est pas. peut-être pas le sujet. Hein. Ah, absolument pas, Ils je ont me peut-être fait permettrai pas. hyper bien, que je au suis, mieux. euh, Ouais. Non, je me permettrai pas. Merci les gars, merci à tous. Et on se retrouve demain pour continuer ces débats. Tiens, je vous donnerai un autre extrait d'ailleurs de ce formidable petit bouquin. La chaîne alimentaire qui vous fait payer vos courses en carbone. Et vous avez un quota carbone, vous ne pouvez pas dépasser. Même si c'est l'intérêt de la chaîne alimentaire que vous dépensiez plus, non, vous ne pouvez pas. Super intéressant dans le grand débat sur les cartes carbone, les limitations, des quotas carbone personnels. Voilà. À demain.